Une désignation, celle du président de la République comme président en exercice de l'Union africaine. C'était ce matin à Addis Abeba à l'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine. Un discours, celui du président en exercice de l'Union africaine, discours d'ouverture dans lequel il a annoncé les priorités de son mandat. Il faut, a-t-il dit, redoubler d'efforts pour une révolution éducative en Afrique. Une visite, celle de la commissaire à la sécurité alimentaire au Jeff Tanadrar en compagnie de l'ambassadeur du Japon et d'Iwali de l'Adrar. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 17 février 2024. Il est 21h30 à Nouakchott, soit 3 heures de plus à Addis Abeba où il est actuellement 0h30 le dimanche à Addis Abeba où le président de la République donc, se trouve là-bas pour participer au 37e sommet de l'organisation panafricaine, 37e sommet qui s'est ouvert aujourd'hui et qui a été marqué dès l'ouverture par cette passation de témoins. Compte rendu de notre envoyé spécial dans la capitale éthiopienne, Mohamed Sider Beid. Compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a été porté à la tête de l'Union africaine lors de cette 37e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette présidence tournante assurée par le président de la République intervient suite à l'unanimité convenue entre les États de l'Afrique du Nord qui ont choisi notre pays pour diriger cette instance continentale. Le président sortant de l'Union africaine, président de la République du Comore, Azali Assoumani, a passé le témoin au président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors de cette cérémonie solennelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a pris la parole lors de cette cérémonie, a souhaité plein succès au président de la République dans le cadre de sa nouvelle mission. Il a aussi mis en avant les principaux défis de cette organisation, à savoir l'instabilité politique et institutionnelle, le changement climatique, la pauvreté, l'intégration, entre autres. Plusieurs autres personnalités se sont exprimées au cours de cette cérémonie d'ouverture. Les différents intervenants ont souligné la centralité de la question palestinienne pour l'Union africaine, les défis de la gouvernance et de la stabilité, particulièrement en Afrique subsaharienne. Les intervenants ont aussi fait part de l'importance de l'agenda 2063 pour le développement du continent africain. Voilà donc pour l'ouverture du 37e sommet de l'organisation panafricaine, l'UA. Démarrage des travaux ce matin à Addis Abeba, marqué donc, vous venez de l'entendre, par la désignation du président de la République comme président en exercice de l'Union africaine. Cette responsabilité, a dit le tout nouveau président en exercice de l'UA, je l'assurerai donc dans le cadre d'une concertation constante et d'une coordination étroite avec tous. C'est ce qu'il a déclaré donc lors de son discours d'ouverture après sa désignation donc à la tête de l'organisation. Discours d'ouverture de ce sommet, ce 37e sommet de l'Union africaine qui est placé sous le thème de l'éducation. D'ailleurs, le thème c'est construire des systèmes éducatifs résilients pour accroître l'accès à une éducation inclusive, durable, de qualité et pertinente en Afrique. Bien sûr, il y a d'autres thèmes également à l'ordre du jour, tels que par exemple les changements climatiques, tels que le terrorisme, tels que les conflits sur le continent, ou encore le développement économique et social de l'Afrique, ou encore la concrétisation de la ZLECAf, autrement dit la zone de libre-échange en Afrique, et bien entendu d'autres thèmes. En tout cas, c'est dans ce contexte international et continental tendu et difficile que le président de la République prend donc la présidence en exercice de l'Union africaine pour cette année. Et dès le départ, il a défini les priorités de son mandat, par exemple l'éducation qui est le thème
de ce sommet, eh bien, il faut redoubler d'efforts, a-t-il dit, pour réaliser une révolution éducative. La place du continent sur l'échiquier international, le président de la République a dit qu'il faut renforcer la présence africaine dans les instances dirigeantes des Nations Unies. Autrement dit, il faut un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, un siège bien entendu permanent. Voilà donc quelques-unes des idées maîtresses de ce discours du président de la République. Et je vous invite à les suivre, à sa traduction en français avec Yedel Fall. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, qu'Allah bénisse le plus honorable des messagers. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. D'emblée, en votre nom et en mon nom personnel, je voudrais exprimer nos remerciements au gouvernement et au peuple de la République fédérale d'Éthiopie pour l'accueil fraternel et l'hospitalité que nous ont toujours réservé à l'occasion de nos différents sommets dans cette belle capitale africaine. Cette belle ville est le berceau de la première expression institutionnelle de notre volonté commune d'union et d'intégration, née des voisins et de forte détermination des pères fondateurs, clairement incarnée par les paroles du défunt président Mokhtar Ould-Daddah dans son discours lors de la session inaugurale en 1963. Nous sommes au centre de l'attention du monde entier, en particulier de nos peuples africains, et le plus grand crime que nous puissions commettre contre ces peuples est d'échouer. Fin de citation. Il croyait en la nécessité de promouvoir l'action africaine commune, fermement convaincu que son pays, qui constitue un lien historiquement et culturellement entre le sud et le nord du continent, devait être l'un des piliers de cet édifice africain naissant. Permettez-moi de vous exprimer, chers collègues, ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée, et en particulier à mes frères et amis les dirigeants de l'Afrique du Nord, qui, comme vous venez tous de le faire, m'ont fait l'honneur de me choisir pour mener à bien cette noble tâche au service de notre union. Bien que reconnaissant et profondément touché par cet honneur, je suis pleinement conscient des énormes responsabilités qu'il implique, en particulier en ce moment critique et sensible que traverse notre continent et le monde en général. J'assumerai cette responsabilité dans le cadre de concertations constantes et d'une coordination étroite avec vous tous. Je félicite également mon frère et ami, son Excellence M. Azali Assoumani, président de la République unie des Comores, pour ses qualités exceptionnelles de leader et pour les efforts louables visant à pousser notre union vers la réalisation des aspirations des peuples africains, appréciant en même temps le rôle constructif joué par son Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et son équipe, ainsi que les autres organes de l'Union africaine, afin d'élever le niveau de sa performance, de son efficience et de son efficacité. Mesdames et Messieurs, chers collègues, ce à quoi aspirent les pères fondateurs, c'est une substance, ce que nous avons construit ensemble, l'agenda 2063, qui se traduit par nos plans pour l'Afrique que nous voulons, Afrique intégrée et prospère, gouvernée pacifiquement, dirigée par ses citoyens, et une force dynamique sur la scène internationale. Il est bien connu que les chances de succès des plans et des stratégies concis pour atteindre cet objectif ultime sont subordonnées à un investissement efficace dans les ressources humaines qui permet une éducation complète et une haute qualité, ouverte à la science et à la technologie. L'adoption d'une éducation africaine qui accompagne le XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour accroître l'accès à une éducation inclusive, durable, de qualité et pertinente en Afrique, comme thème cette année, est un choix particulièrement pertinent. L'éducation est le point de départ de toute action de développement durable
et un puissant tributaire de la sécurité et de la stabilité et un moyen d'acquisition et de développement de compétences qui ouvrent des perspectives d'emploi convenables et réduisent les cycles du chômage, de la pauvreté et de la précarité. Permettez-moi, chers collègues, de me concentrer ici sur les jeunes, qui représentent actuellement environ 62% de la population africaine. La perte de notre jeunesse est la perte de notre continent et la jeunesse non éduquée est une jeunesse perdue. La scène qu'offrent des millions de jeunes Africains dépourvus de compétences de base, sans emploi, dans leur pays ou entassés dans des bateaux de la mort sur diverses routes migratoires irrégulières en raison de l'obstruction des perspectives d'une vie décente et du manque de participation active à la construction de leur patrie est déchirante et souligne l'urgence de révolutionner nos systèmes éducatifs. Notre continent est à la traîne dans la réalisation du 4e objectif du développement durable, en raison du manque d'accès à nos systèmes éducatifs, des taux élevés d'abandon scolaire, de l'absence de qualité de l'éducation, de la formation et de leur adéquation aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Il n'est pas acceptable que plus de 17% de nos enfants ne soient pas scolarisés à l'école primaire, ni que 75% de nos jeunes du secondaire ne soient pas en mesure de posséder des compétences à ce stade. Nous tous, gouvernements, société civile et acteurs de divers domaines, devons redoubler d'efforts, de sensibilisation et de mobiliser des ressources humaines, techniques et financières pour opérer une révolution éducative qui offre à toutes nos filles, à tous nos fils des opportunités d'éducation continue, de formation et de développement des compétences et contribue à libérer les énergies créatrices des femmes africaines, à les autonomiser et à renforcer leur participation effective au leadership dans les différents processus de développement. 10 ans se sont écoulés depuis l'adoption de notre premier plan décennal dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui sert de base à l'élaboration des plans de développement à moyen terme des États membres des communautés économiques régionales et des organes de l'Union africaine. 10 ans au cours desquels les circonstances régionales et internationales n'ont pas été favorables. Les crises sanitaires, environnementales, économiques et sécuritaires successives et souvent simultanées ayant exacerbé avec leurs effets négatifs l'ampleur des défis auxquels le continent est confronté, créant, ce faisant, de forts obstacles qui ont souvent entravé et ralenti la réalisation des progrès espérés dans la mise en œuvre de l'agenda 2063. Cependant, les progrès prometteurs ont été réalisés dans plusieurs domaines, tels que les progrès dans le processus de la zone de libre-échange continentale africaine, avec l'achèvement réussi de la première phase, l'entrée en vigueur des protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règlements des différends, l'avancement des négociations sur la deuxième phase des protocoles sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence à un rythme acceptable, ainsi que le lancement sérieux du livre des tarifs électroniques, de la ZLEC, de son guide des règles d'origine et de son initiative commerciale. Des progrès encourageants ont également été accomplis dans les domaines des infrastructures numériques, routières et électriques, ainsi qu'en matière de libéralisation de l'espace aérien, avec l'adhésion de 37 pays au comité du marché unique de l'aviation continentale, en plus du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, et de la réforme institutionnelle. La présence du continent dans les gestions internationales s'est également renforcée, notamment avec son entrée en tant que membre permanent du G20. Mesdames et messieurs, chers collègues, il est toujours urgent de réformer l'Organisation des Nations Unies afin de renforcer la présence de notre continent dans ses instances dirigeantes en obtenant un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. En votre nom et avec votre soutien, je m'efforcerai d'intensifier les efforts sur ces différentes pistes, ainsi que sur la réforme du système de coopération multilatérale et des organismes publics d'appui au développement, afin de créer un nouveau pacte sur le financement du développement qui soit plus flexible, durable et plus rapide pour permettre l'accès au financement d'une manière qui n'aggrave pas les problèmes de l'endettement. Je ne peux que saluer les efforts précieux déployés par la Banque africaine de développement dans ce contexte. J'œuvrerai également avec vous à la promotion d'un système international multilatéral plus équilibré, équitable et inclusif pour les pays les moins avancés dans lesquels notre continent a une voix et une capacité d'influence effective.
Le système international, dans sa forme actuelle, est marqué par de nombreuses injustices et mesures plus ou moins lourdes, souvent aux dépens des pays les plus faibles et les moins avancés, comme c'est souvent le cas pour les enjeux et les droits des pays de nos continents. Il suffit de se rendre compte de la nécessité de réformer ce système international en examinant les tueries et les destructions qui ont lieu dans la bande de Gaza et les violations des principes de légitimité internationale et des droits de l'homme, ainsi que la réticence de la communauté internationale à accorder le poids nécessaire pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, à adopter de l'aide et à procéder à l'établissement d'une solution globale et durable qui garantisse le droit inhérent des Palestiniens d'établir leur État indépendant avec le Quds Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale. Soit dit en passant, je suis fier des positions de l'Union africaine qui rejette l'injustice, défend les causes justes et adhère au droit international et au droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne la cause palestinienne. Mesdames et messieurs, malgré les progrès accomplis ici et là dans certains domaines, la lenteur et l'affaiblissement de nos efforts pour mettre en œuvre les 7 aspirations que sont les objectifs de l'agenda 2063 restent lentes, voire au point mort. Ainsi, dans le cadre du plan décennal 2024-2034, tous nos efforts doivent être concentrés sur la résolution de la crise et la détérioration de la situation à plusieurs niveaux sur notre continent africain. Plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité au XXIe siècle. Notre continent abrite plus de 50% de l'extrême pauvreté mondiale, possède 25% des terres arables mondiales et ne contribue qu'à 10% de la production agricole mondiale, ce qui menace de continuer à détériorer sa sécurité alimentaire. Et l'on sait qu'il n'y a pas de souveraineté sans système alimentaire efficace, fort et durable, comme l'avait révélé la crise russo-ukrainienne qui a mis à l'évidence nos résiliences limitées en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. En somme, notre continent est confronté à un étrange paradoxe qui se traduit par la grande disparité entre son énorme potentiel en termes de ressources humaines jeunes, sa situation stratégique et ses inépuisables ressources naturelles qui le qualifient d'oasis de sécurité, de paix et de prospérité, et sa réalité concrète souvent marquée par la pauvreté et la vulnérabilité. Pour surmonter ce paradoxe, nous sommes tenus de mobiliser toutes les énergies et toutes les ressources pour assurer la mise en œuvre rigoureuse et efficace du deuxième plan décennal 2024-2034. Les rapports qui seront présentés par mes frères, les présidents ainsi que les diagnostics et les recommandations utiles qu'ils contiendront sur l'achèvement du processus de mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine et l'exécution du programme d'infrastructure dans sa deuxième édition PIDA 2, sur le projet de renforcement des capacités agricoles et le projet du marché continental d'électricité, constitueront une forte impulsion pour la mise en œuvre du deuxième plan décennal. La mise en œuvre de la réforme institutionnelle et organisationnelle des organes de l'Union sera un levier essentiel pour la mise en œuvre de ce plan. Il va sans dire que l'efficacité de la mise en œuvre de ce deuxième plan décennal dépend de notre capacité à impliquer fortement et efficacement le secteur privé dans la mise en œuvre de ces différents axes. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'un des plus grands défis auxquels notre continent est confronté est la propagation des tensions, des conflits armés et des groupes terroristes qui menacent constamment les entités étatiques, en détruisent la sécurité et la stabilité, en démantèlent les tissus sociaux, en entravent les efforts de développement et en portant gravement atteinte aux conditions de vie des populations. La région du Sahel est l'une des régions de notre continent les plus exposées à ces menaces, que nous devons ensemble, à l'unisson et à la coordination efficace, nous atteler à prévenir. Les pertes en vie humaine, la destruction des infrastructures et des systèmes économiques et sociaux causés par le terrorisme, les conflits civils et les guerres sur notre continent font de la lutte pour la sécurité et la paix la priorité des priorités. Nous devons travailler ensemble à l'établissement d'une sécurité continentale collective en développant l'architecture africaine de paix et de sécurité et ses divers mécanismes d'appui, tels que le système continental d'alerte précoce, la force africaine de réserve et d'autres, et en améliorant le niveau de coordination et de coopération au sein et entre les communautés économiques régionales. Nous ne surmonterons pas les défis de sécurité individuellement, ni en cherchant à relever les défis de développement et les défis sociaux qui les alimentent. Nous devons construire une stratégie continentale globale
qui tiennent compte des dimensions sécuritaires, économiques, sociales et intellectuelles. L'Afrique que nous voulons est celle qui se prend en charge et qui s'efforce de résoudre ses propres conflits sans attendre que des solutions toutes faites arrivent, mais par le dialogue, la coordination et la créativité, elle parvient à des solutions adaptées aux défis auxquels elle est confrontée. Il est vrai que nous avons besoin d'élargir et de diversifier les partenariats avec les différentes parties, mais d'une manière qui ne devienne pas un théâtre de compétition ou de règlement de comptes, entre autres, souvent des crises et de bouleversements économiques, sociaux et surtout sécuritaires. Et parmi les facteurs qui ont assombri la scène sécuritaire continentale et l'ont rendu encore plus complexe, les récents changements anticonstitutionnels qui ont affecté la stabilité institutionnelle, sociale et politique de bon nombre de nos pays. Il ne fait aucun doute que notre Union a fait un effort important à travers ses mécanismes juridiques, ses décisions et ses multiples déclarations, comme en Algérie en 1999, à Lomé en 2000, à Accra en 2002, à Malabo en 2022, pour s'opposer à diverses formes de changements anticonstitutionnels, mais cela n'a pas empêché le retour de manière inquiétante et inacceptable à la fois. L'escalade des changements anticonstitutionnels constitue une violation sans précédent de la démocratie et une grave menace pour la stabilité des institutions sur le continent. Aussi, il est nécessaire de le souligner sans hésitation aucune. À cet égard, nous devons faire un grand usage de nos propres mécanismes de règlement des différends, en donnant toujours la priorité à la concertation pour surmonter nos difficultés et apporter des solutions appropriées à nos différends, sans ingérence extérieure, conformément au principe de la solution des problèmes de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Cette réalité exige de chacun d'entre nous d'œuvrer à consolider les principes de l'état de droit et à établir de véritables démocraties qui assurent un transfert pacifique et harmonieux du pouvoir dans un cadre de stabilité et de transparence. Cela nécessite de notre part de pacifier la vie politique, de surmonter les différences sociales et les rivalités ethniques par le dialogue et le consensus et d'améliorer le niveau de gouvernance sociale, économique et politique en général. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous inspirer de l'ancienne sagesse africaine de l'esprit de dialogue et de concertation et de la recherche constante des solutions de compromis dans l'administration et la gestion des différentes questions afin d'élaborer de nouvelles formules qui rétablissent le calme et la paix de la vie sociale et politique. De même que nous devons améliorer la gouvernance économique, sociale et politique, nous devons également améliorer la gouvernance environnementale car malgré notre faible contribution continentale aux émissions de gaz à effet de serre, nous sommes les plus touchés par le changement climatique qui en résulte et ses conséquences, telles que les inondations, la désertification, la sécheresse et la détérioration de l'équilibre des écosystèmes continentaux et marins. Nous devons donc intensifier nos efforts pour renforcer la résilience de nos citoyens face aux impacts environnementaux et œuvrer en faveur d'une transition environnementale et énergétique juste, progressive et durable. Le fait que notre continent dispose d'importantes potentialités en matière d'hydrogène vert nous permettra de relever les défis de l'accès universel à l'énergie propre et d'accélérer le rythme de la transformation industrielle du continent si nous intensifions notre coordination et établissions des partenariats pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation de l'évolution énergétique continentale grâce à l'exploitation extensive de l'hydrogène vert. Je travaillerai avec l'aide de la force d'Allah et avec votre soutien tous pour contribuer efficacement au processus de transformation de l'énorme potentiel de notre continent dans ce domaine, un projet de développement concret qui contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063. Chers collègues, mesdames et messieurs, l'unité et la jonction des efforts sont les seuls facteurs qui nous permettront de faire face à la situation internationale et continentale qui prévaut aujourd'hui. C'est ce qu'exigent nos valeurs communes, notre conscience de l'unité du destin, de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés et du caractère sublime du but que nous poursuivons. L'émergence d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique et dirigée par ses propres fils, qui soit une force dynamique sur la scène internationale, peut sembler difficile en raison des circonstances ponctuelles qui entourent le présent du continent, mais pas pour des peuples unis, dotés d'énormes potentialités, de ressources humaines jeunes et d'une vision prospective ambitieuse comme la nôtre. Par conséquent,
Nous devons tous poursuivre le développement institutionnel de notre Union africaine, à partir de laquelle nous prenons en charge notre avenir, nous gérons nos affaires, renforçons notre intégration et notre unité, réalisons les aspirations légitimes de nos peuples traduites dans l'agenda 2063. Tout en appelant à plus d'unité et à redoubler d'efforts pour relever les différents défis auxquels notre continent est confronté, je déclare ouverte cette 37e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, en souhaitant beaucoup de succès à ces travaux. Merci et que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Et ça, c'était donc ce matin à l'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine, marqué donc par la désignation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, comme président en exercice de l'Union africaine. Et vous venez de l'entendre, c'était son discours, la traduction de son discours d'ouverture dans lequel il a donc défini les priorités de son mandat. Voilà pour cette page diplomatique donc consacrée à la désignation du président de la République à la tête de l'organisation panafricaine et à ce 37e sommet de l'UA. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une visite, une inauguration et une réunion. Eh bien, la visite, c'est celle effectuée à Oujeft, à Nadrar, par la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie du Wali et de l'ambassadeur du Japon. Et c'était l'occasion pour la délégation de visiter des projets réalisés dans le cadre de la coopération avec le Japon. Les principales étapes de cette visite avec notre correspondant permanent Elvara Chebani, compte rendu, travaillé en français par Aminata Khan. La première étape de cette visite a eu lieu au niveau de la digue en cours de construction située à 40 000 km d'Atar. Il s'agit du lieu de Tungad. Sur place, la délégation a reçu d'amples explications sur ce projet en cours de réalisation, long de 300 mètres. Elle permettra la protection des palmiers contre les inondations pendant la période des pluies. Benjamins, un autre projet maraîcher très important pour les coopératives féminines, a également été l'objet de la visite de la délégation. Ce projet de 180 hectares est financé à hauteur de 3 millions d'anciennes ouguias. Après la visite de terrain, Sid Ahmed Ould Tegedi, directeur du développement des projets au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, a indiqué à notre micro que le commissariat à la sécurité alimentaire a l'habitude d'effectuer des visites de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets mis en place à court, moyen et long terme. L'objectif étant d'améliorer les prestations et les conditions des populations bénéficiaires. Lui succédant, Mohamed Ould Cheikh, maire adjoint d'Oujeft, a indiqué que les projets exécutés par le CSA sont des projets qui sont venus à point nommé. Ils permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. L'une des bénéficiaires du projet maraîcher, président de la coopérative de Benjamins, par ailleurs, a remercié le CSA pour cette aide qu'ils leur ont apportée, notamment en leur fournissant du matériel, mais également une formation. Voilà, des projets donc à Oujeft réalisés dans le cadre de la coopération avec le Japon et dans le cadre des programmes du commissariat à la sécurité alimentaire visant à renforcer la résilience des populations en milieu rural. Nous restons encore un instant dans cette wilaya de l'Adrar dont nous quittons le sud pour que nous rendre 94 km au nord. Et là, nous sommes dans la Muqata'a d'Atar, cette Muqata'a qui dispose désormais de 2 nouveaux centres de santé qui viennent d'être inaugurés. C'était ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé. Où se trouvent ces 2 centres donc nouvellement inaugurés, qui viennent d'être inaugurés? Élément de réponse avec notre correspondante permanente là-bas, Mahjoub Souidi, compte rendu, revient en français par Abdoulaye Demeba.
C'est par la localité de Taoujik, relevant de la commune de Tawaz, qu'a débuté cette cérémonie d'inauguration de 2 postes de santé. Le secrétaire général du ministère de la Santé a, suite à la coupure du ruban symbolique, visité les différents compartiments de ces structures sanitaires. Ces infrastructures ont été réalisées en collaboration avec l'organisation Sahel relevant du Royaume d'Espagne. Mohamed Lamioul Mohamed El Haj, secrétaire général du ministère de la Santé, a remercié les bienfaiteurs au nom de Madame la ministre de la Santé pour la réalisation de ces infrastructures. Il a aussi salué l'importance d'ériger des structures sanitaires afin, dit-il, de rapprocher les services de santé des patients. Le président du conseil régional de Sédulaïa, Mohamed Ould Chérif Abdallah, a salué cette coopération fructueuse avec le Royaume d'Espagne. Il a remercié les bienfaiteurs pour la construction et l'équipement de ces structures hospitalières. Sid Ahmed Ould Meynan, maire de la commune de Tawaz, a salué le rôle joué par la direction de la coopération espagnole dans le cadre de la réalisation de ce projet. Il a aussi exprimé toute sa satisfaction pour l'état de la coopération espagnole dans le secteur de la santé au profit de cette commune. L'organisation Sahel n'a pas fait simplement un bâtiment. Il a fait aussi des autres choses. Il a fait des formations entre les professionnels de la santé. Donc, ça a créé des espaces, des chances, des transferts de connaissances qui peuvent permettre de faire des liens entre nous deux pays pour améliorer les systèmes de santé et pour apprendre nous aussi, parce qu'on ne connaît pas assez bien comme vous la réalité de la Mauritanie, mais on s'appuie en vous pour faire de notre travail le meilleur possible. Donc, merci à tous, merci aux professionnels de la santé, à toutes les institutions, et je souhaite que l'organisation continue à faire son bon travail. La délégation a par la suite visité le poste de santé qui a aussi été érigé au profit des habitants de la ville de Kenawal. Ils ont pu s'informer de l'état de ces structures ainsi que des services prodigués sur les lieux. Voilà, 2 nouveaux centres de santé inaugurés donc ce matin à Touizik et à Kenawal, tout ça dans la Muqata'a d'Attar, et cette inauguration, ces 2 projets donc sont inaugurés dans le cadre de la coopération avec l'Espagne. Et on va terminer par la réunion que je vous ai annoncée en annonçant la deuxième partie de ce journal. Eh bien, cette réunion, c'est celle qui vient de se tenir à Rosso. C'était aujourd'hui sous la présidence d'Iwali du Trarza. Une réunion qui entre dans le cadre des préparatifs de la Semaine nationale de la culture de la jeunesse. Cette semaine que le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a décidé d'organiser annuellement en vue d'animer la scène culturelle et sportive à travers le pays. Cette réunion a regroupé autour d'Iwali les chefs des services régionaux ainsi que la déléguée régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, qui a d'ailleurs profité de la réunion pour présenter, au cours d'un exposé qu'elle a présenté, pour présenter donc le programme de cette semaine de la culture et du sport, semaine nationale bien entendu. Voilà, et c'est sur cette réunion que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. On est à Addis Abeba, l'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine marqué par une passation de témoins entre le président comorien et le président de la République, désormais nouveau président en exercice de l'Union africaine. Et au cours de son discours d'ouverture, le tout nouveau président en exercice de l'Union africaine a présenté ses priorités en soulignant que cette responsabilité, il l'assurera avec en concertation et en coordination avec tous. Ici, nous sommes à Ojeft, en Adrar, à l'occasion de la visite là-bas de la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie d'Iwali et de l'ambassadeur du Japon. Eh bien, il s'agit de visiter des projets réalisés dans le cadre de la coopération avec Tokyo.
Le GTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie de Dey Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.